Donc, bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on démystifie ce qui se passe au niveau de l'environnement. On vous donne des trucs éco-responsables, de consommation responsable en général. Et bien sûr, on vous aide à trier vos poubelles. Et aujourd'hui, on est avec Éric Ménard, dit Éric Lanverdeur pour les personnes un petit peu plus habituées de le voir. Donc, Éric, qui est chercheur indépendant, aussi spécialiste dans la lutte au gaspillage alimentaire, qui ce matin vient discuter avec nous de la désinformation actuelle autour du gaspillage alimentaire. Les derniers chiffres, mesdames et messieurs, qui mettent entièrement, ou presque entièrement, on parle vraiment de quoi? 62% le chiffre? Ouais, 61, 62. 61-62%? Fatigué un peu de savoir que 61 ou 62% des consommateurs seraient responsables du gaspillage alimentaire au Canada, alors que y a des Dans le nuances. monde, cette statistique-là, c'est pour le monde entier. Pour le monde entier, ouais, c'est ça. On est tous des pas fins. On est tous des pas fins. Si on se fie aux médias actuellement, pour vrai, si on se fie aux médias actuellement, si vous vous intéressez uniquement à ce qui se passe actuellement, là, vous faites juste lire les gros titres, vous n'allez pas chercher les sources dans les différents biais, vous allez vous rendre compte à quel point on est des êtres exécrables, responsables de l'entièreté du gaspillage alimentaire. Il n'y a aucune nuance à apporter à ça. Éric n'est pas d'accord. Justement, moi non plus, je suis pas d'accord parce que j'ai un petit peu étudié les chiffres aussi, pas aussi de façon aussi pointue que lui. Mais justement, Éric, je t'ai vu aller, là, t'es en croisade présentement dans les différents médias, sur les réseaux Ouais, vraiment. sociaux. Je t'ai vu même sur, si je me trompe pas, Greenpeace, ou pas Greenpeace, ou The Story of Stuff. T'es partout, là, présentement. Ouais, Qu'est-ce qui ouais, se je suis passe? vraiment. Ben, parce que là, il y a eu une nouvelle étude qui a été faite par l'ONU, une des agences de l'ONU, là, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Nouvelle étude sur le gaspillage alimentaire qui est parue donc début mars. Mais là, depuis, donc, ça arrête plus les mauvaises informations à partir de cette étude-là. Puis, oui, puis c'est ça, fait que là, tout le monde partage des fausses informations. Puis, tu sais, puis il y a des fausses informations d'avant qui existaient de d'autres études aussi. Puis là, tout ça, et à chaque fois, tu sais, Oh, ouais, on en c'est rajoute chaos, une là. couche. On en rajoute une couche de nouvelles informations déformées. Fait que là, ça remet un peu un buzz sur le sujet du gaspillage alimentaire. Fait que là, il y a plein de médias qui commencent à communiquer là-dessus, puis qui communiquent qui n'importe quelle donnée. Fait que là, moi, je suis abonné à toutes ces pages-là, puis qui partagent ces mauvaises données-là. Fait que là, à chaque fois, moi, je suis comme, non, rectifiez vos données, s'il vous plaît. C'est pas ça ce que les études disent. Mais ouais, je suis vraiment en croisade, effectivement, parce que je suis tanné, là. C'est comme, faut arrêter, Tanné. faut arrêter ça, le fléau de la désinformation, là. Ça suffit, là. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'ai vu dans un de tes, justement sur le billet, tu vas pas jeter ça, sur ton blog, tu vas pas jeter ça, que les gens peuvent aller voir. Je me rappelle que tu avais fait vraiment mention de l'entrevue que tu avais fait, si je me trompe pas, c'était ça, Salut Bonjour, c'était dans le cadre de TVA, si je me rappelle bien. Puis là, tu avais parlé justement pas de la désinformation, tu avais donné des chiffres sur le gaspillage alimentaire et dernièrement, tu t'excusais d'avoir toi-même véhiculé des mauvais chiffres. Exact. Puis là, est-ce que... C'était quand il y avait eu la nouvelle étude sur le gaspillage alimentaire au Canada en 2019. Écoute, c'était à TVA, mais c'est pas Salut Bonjour, c'était à l'émission de Mario Dumont à OK. LCN, en fait. Ils m'ont appelé à 7 heures le matin. Ils m'ont réveillé là, pour m'appeler, pour me dire comme. Puis là, ils m'appellent pour me demander de commenter une étude qui était même pas encore disponible quand ils m'ont appelé. Ils comme on a entendu qu'il va y avoir une étude qui va sortir dans les OK, dans les prochaines OK. minutes, qui va être disponible. Est-ce que vous seriez disponible ce matin pour venir commenter? Je suis comme à C'est parce que quelle je l'ai pas heure? lu Fait que là, encore. ben non, c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai eu comme 2 heures à peu près pour me préparer, pour aller trouver l'étude puis aller voir qu'est-ce qu'elle disait. Mais tu sais, en 2 heures, t'as pas le temps d'analyser vraiment la méthodologie, puis tu sais, puis en plus de retenir puis de comprendre puis tout ça. Fait que là, j'ai juste essayé, tu sais, puis après d'aller à la télé puis de pas avoir l'air fou, là. Fait que là, moi, j'ai juste essayé de mémoriser les grandes lignes, tu sais, de l'étude pour ensuite aller les dire à la télé. Mais finalement, ce que je me suis rendu compte après, c'est que les grandes lignes de l'étude étaient erronées. Tu sais, ou ce qui ressortait comme Ouais. les highlights, c'était tu sais, ce qui mettent justement les données comme de l'avant. Ben, parce que. Puis c'est ça qui est un Ça manque de nuances, là. Tu sais, tu peux pas te faire un Non, mais highlight en pour te fait, faire une étude, là.
Non, mais en fait, c'est que, il y a tellement, tellement de couches de désinformation, là-dessus. Puis la première couche, malheureusement, c'est que ça vient des organisations elles-mêmes qui font les études, qui, heu, parce que dans l'étude, il est écrit une chose, puis après l'organisation dans son résumé, elle a elle-même déformé ses propres données. Fait que là, tout le monde a tu sais, les médias, ils ont comme je les comprends d'avoir fait confiance à l'organisation qui a écrit l'étude, tu sais, comme ah ben si l'organisation nous dit que 58 de la nourriture est gaspillée, ça doit être vrai. Ouais, mais non, mais oui, mais c'est pas ça que l'étude a dit pour vrai. Mais tu sais, pour voir que c'est pas ça que l'étude a dit pour vrai, il faut vraiment creuser loin. Euh, mais l'organisation est fautive elle-même, là. Mais ça, c'est parce que une des premières couches de désinformation, une des premières causes, en fait, c'est le gros problème avec le mot food waste en anglais. OK, c'est C'est un que problème de traduction principalement, là, de ce que je comprends. Comme zero waste qui veut dire anti-gaspillage, mais que les gens pensent que c'est zéro déchet, poubelle. Donc là, actuellement, avec les gens par rapport au zéro déchet pensent que c'est zéro absolu, alors que on parle pas de zéro déchet dans le sens de notre poubelle, on parle de zéro déchet dans le sens de ne pas gaspiller. Et c'est à peu près la même chose de ce que tu m'expliques. Ben, c'est ça. C'est que puis c'est vraiment un énorme problème avec toutes les ben, justement, beaucoup avec le gaspillage alimentaire parce que gaspillage alimentaire en anglais, c'est food waste. Mais food waste, comme tu l'as dit, waste, ça peut vouloir dire gaspillage, mais ça peut vouloir dire déchet aussi. Fait que souvent, les études sur le food waste, comme celle qu'il y a eu au Canada, c'est vraiment une étude sur les résidus alimentaires, mais pas nécessairement juste sur le gaspillage alimentaire. OK. Pour nous, le gaspillage alimentaire au Québec puis dans la francophonie, ça veut dire vraiment des aliments qu'on peut manger qui sont jetés. Mais food waste, ça peut vouloir dire des parties qui ne sont pas comestibles, qui sont jetées aussi. Fait que c'est pas la OK. même chose. Food waste, c'est pas l'équivalent de gaspillage alimentaire. Fait que c'est ça le, le gros, gros, gros problème en fait qu'on a. OK. Parce que toutes les études viennent de l'anglais finalement, tu sais. Puis OK. ont déjà cette distorsion-là avec les résidus alimentaires que nous, on ne considérerait pas comme du gaspillage. Fait que là, il y a cette première couche-là. Puis après, ben là, il y a l'ONU, justement, le dernier rapport de l'ONU, qui, eux, ont ajouté une autre couche eux-mêmes, en fait, de désinformation, en décidant que le gaspillage alimentaire, c'est ce qui se passe juste dans la vente au détail, dans les restaurants, comme les services alimentaires là, qu'ils appellent, puis à la maison. Mais ce qui se passe dans les champs, dans l'industrie de la distribution puis de la transformation, ça, ils disent que c'est pas du OK. gaspillage alimentaire, ils appellent ça des pertes alimentaires. Et oh, Fait que là, là, ils on ont est fait. dans le niveau économique. Là, on est rendu au niveau économique. Tu sais, le fameux niveau que tu peux pas vraiment toucher, tu sais, parce que... Non, mais eux, Non? c'est pas économique, c'est pas la distinction, ils la font pas nécessairement du point de vue économique, là. Ils font que, pour eux, c'est qu'il y en a les premières étapes, c'est l'offre, puis les 3 autres étapes, c'est la demande. Fait que c'est un peu obscur de la manière pourquoi ils font cette distinction, qu'ils ont décidé de distinguer ça comme ça. Il y a un peu aussi l'espèce d'idée que c'est plus le gaspillage est comme plus volontaire dans les 3 dernières étapes, alors qu'il est un peu plus involontaire dans les 3 premières, ce qui est absolument faux parce qu'il peut être tout à fait volontaire dans les 3 premières étapes aussi. Oui, oui. Fait que fait que l'ONU a décidé de faire cette distinction-là qu'il y a des pertes puis il y a du gaspillage alimentaire. Qui se passe dans des sphères différentes du système OK. alimentaire. Puis là, la dernière étude qui est sortie, donc en mars, c'est juste sur le volet, donc gaspillage alimentaire, mais donc sur juste 3 secteurs d'activité sur les 6 principaux de notre système alimentaire. Mais eux, étant donné que c'est juste ça qu'ils considèrent comme le gaspillage, ben pour eux, c'était une étude sur le gaspillage alimentaire au complet. OK. Mais non, je veux dire, c'est une étude sur la moitié du gaspillage. Parce que les pertes, c'est du gaspillage aussi. Tu sais. Fait OK. que, là, c'est pour ça que dans cette étude-là, eux-mêmes, l'ONU dit que les consommateurs sont responsables de 61 du gaspillage, parce que c'est ça que leur étude a dit, mais c'est leur. Basé sur la moitié des chiffres. Sur la moitié, justement, justement du gaspillage. Fait que si on prenait les consommateurs, fait que là, ils sont peut-être responsables de 61 dans ces 3 secteurs-là, mais si on prend les 6 secteurs, ben là, les consommateurs, leur pourcentage va réduire Ben, énormément pis parce que c'est ça, là. les 3 premiers secteurs sont les plus gros responsables de Mais gaspillage ce que alimentaire. moi je trouve fascinant, c'est que tu sais, justement, les études qu'on voit présentement dans les médias portent principalement sur le volet l'offre et la demande, donc le consommateur qui consomme, qui achète. Mais nous, en tant que consommateur, on ne peut pas être
tenu responsable de qu'est-ce qui se passe on the side durant la production. On l'a pas, ce contrôle-là. C'est pas moi qui va aller comme planter, semer, gérer, etc. C'est pas moi qui va gérer ça au même titre que par rapport au quota de lait. Si un fermier dépasse son quota, ben c'est pas compliqué, il va jeter la citerne littéralement dans les champs parce que son quota est dépassé, puis s'il dépasse son quota, financièrement, ça lui coûte de l'argent, donc il va jeter volontairement une partie de son lait pour justement ne pas dépasser son quota. Donc ça, c'est des chiffres que nous, on n'est pas responsables. Pourtant, ça mériterait d'englober le gaspillage alimentaire aussi, là. Ah ben oui, puis ça, je veux dire, ce que tu as donné comme exemple, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, là. Il y a énormément, tu sais, tout ce qui est fruits et légumes, il y a de la sélection esthétique qui se fait en fou, là. Il y a un reportage là, de la Semaine verte là, d'il y a quelques années qui estimait que 20% de la production maraîchère au Québec, là, ça ne correspondrait pas aux critères, aux standards de l'industrie de la distribution, là. Dans le fond, à peu près 20% de la production justement, des fruits et légumes qu'on produit, ils sont pas assez parfaits pour la distribution. Ils sont pas tous gaspillés, mais il y en a une méchante bonne partie là-dedans qui sont gaspillés, juste à cette étape-là à cause de standards que l'industrie a souvent inventé un peu de toutes pièces. Ouais, ce que je trouve fascinant, ce que tu dis, c'est que cette semaine, pendant que j'étais dans l'auto, j'écoutais un spécialiste, pas un spécialiste de l'UPA, mais je pense que c'était lui également un chercheur indépendant pas qui militait, mais qui était ministre. J'ai pas son nom exactement, peut-être que tu sais de qui je parle, mais lui, il s'occupait surtout, là, il parlait que l'épandage massif de pesticides, il disait que c'était pas nécessaire, puis que souvent, on avait comme des agronomes qui étaient également les distributeurs des pesticides, qui faisaient en sorte que on étendait systématiquement, puis qu'il devrait avoir un code de déontologie au niveau de l'agronomie pour éviter que les entre parenthèses, ceux qui vendent les médicaments pour les champs ne soient pas les mêmes qui offrent les graines pour éviter cette problématique-là. Parce que là, il disait que les chiffres disaient que l'industrie biologique, tu sais, au Québec, ça serait pas rentable, etc. Mais pourtant, que si on planterait pas systématiquement des graines qui sont déjà avec des pesticides implantés, tu sais, en tout cas, bref, c'est un autre sujet, mais quand même, au niveau de l'agronomie, c'est une autre partie qui fait que finalement, on produit avec des standards, avec des qualités, il faut que ce soit comme ça. Même les agriculteurs ne sont pas nécessairement pour ce côté esthétique-là, parce que ça détruit leur champ, ce qui fait qu'il faut qu'ils utilisent des produits de plus en plus forts pour avoir des produits. Donc, c'est sûr et certain que quand on voit ça, on se dit, ben là, c'est parce que nous, on veut bien, en tant que consommateurs, présentement, on fait des gros efforts parce que, justement, on voit ces chiffres-là, on se fait mettre le blâme souvent, tu sais, on a des mouvements comme le zéro déchet, zero waste, peu importe, qui sont arrivés, on a le recyclage, on a toutes sortes de solutions, mais... Encore une fois, je lisais une étude dernièrement qui expliquait que présentement, on avait 27% des consommateurs qui avaient réduit leurs déchets, mais on avait 36% des industries qui l'avaient augmenté. Fait que là, maintenant, t'es comme, moi, en tant que consommateur, qu'est-ce que je peux faire de plus si de l'autre côté de la balance, qui sont beaucoup plus lourds que moi, je me fais ramasser, tu sais. Mais c'est tout le temps de notre faute, tu sais. C'est ça qui commence à être lourd. Ça, je les avais mis de l'avant, justement, ces chiffres-là, parce que quand justement, tu sais, c'est un article là, dans les médias qui disait que, justement, qui parlait de la crise des poubelles, là, que les sites d'enfouissement qui commencent qui atteignent leur saturation, puis justement, puis on réussit pas à réduire, on augmente toujours nos quantités de matière éliminée au Québec. Tu sais, ça, c'est un peu la grande ligne de l'article. Puis là, plus loin, ou du reportage, dans le reportage, puis là, est-ce que finalement, à un moment donné, il donne les chiffres, que la réduction de la part des consommateurs, mais de l'augmentation de la part des c'est incroyable. Ben là, ça devrait être ça, le headline, ça devrait être ça, que c'est comme, malgré toutes les réductions qui sont faites par les consommateurs de leurs déchets, c'est contrebalancé complètement par l'augmentation de l'industrie. C'est comme ça devrait être ça, le gros titre, puis qu'on devrait mettre de l'avant. C'est ça, qu'on devrait voir. Puis c'est ça qui devrait choquer les gens. Les gens devraient pas... Puis après ça, ce que moi, je trouve dommage de ces informations-là, quand on les voit dans les highlights, c'est que après ça, tu as les gens qui sont là, puis qui disent « Ah, mon Dieu, les êtres humains, les consommateurs, c'est tout d'excuser. » Là, je vais le dire, le mot, là, trop de cul. OK. Fait que là, on saillit entre nous autres, on se bitch sur les réseaux sociaux entre nous autres, les environnementalistes rentrent là-dedans, Écoute, c'est le bordel. Puis finalement, excusez l'expression, mais t'as ceux-là qui sont en arrière, puis sont comme
enfin, on est tranquille pendant qu'ils sont en train de se battre. Tu sais, diviser pour mieux régner. C'est crissement le cas présentement, sincèrement. Puis, d'un autre côté, ben, moi, je lis les commentaires, mais je réponds plus. J'ai arrêté de faire ça pour ma santé mentale. Mais je remarque que souvent, il y a des gens qui vont pitcher études, par-dessus contre-études, par-dessus méta-études. Et là, ça n'arrête plus. Puis là, c'est la guerre de qui va avoir l'étude la mieux, la plus forte, etc. Puis là, tu fais, attendez les gens, c'est parce qu'au travers des études, vous devez voir qui a financé l'étude, dans quel contexte, pourquoi l'étude a été financée de ce côté-là. Ça, c'est un point. Ensuite, vous devez vérifier, lire les 800... Avez-vous déjà lu 800 pages d'une étude? Moi, je l'ai faite. Toi aussi. Mais... Ben moi, les études que j'ai épluchées n'étaient pas si longues que ça, là. C'était pas non, mais façon de parler, là. Mais c'était quand même... ouais. La dernière étude sur le Canada, là, c'est drôle, je vois quelqu'un dans le commentaire qui dit qu'il faut presque faire des études pour comprendre les subtilités des études. Ben oui. C'est de la vulgarité scientifique, c'est un métier en soi, sincèrement. Là, puis ils sont rares. Oui, mais c'est ça. Moi, la dernière étude justement qui a été faite au Canada, là, on a eu une réunion avec une chercheuse de l'UQAM, avec une chercheuse chez Recyc Québec. On s'est assis les trois ensemble, puis c'est comme, OK, on jase de qu'est-ce qu'on comprend de cette étude-là, parce que c'était vraiment pas évident vous étiez trois, là? On s'est mis 3 cerveaux de chercheurs ensemble pour analyser la méthodologie de cette étude-là, puis essayer de comprendre, comme, OK, mais t'as peu, quand ils disent telle affaire, ils veulent utiliser telle affaire. Oui, mais comme à tel autre endroit, il me semble qu'ils n'utilisent pas le terme de la même manière. On a passé des heures là, en anglais. Oui, c'est ça, à essayer de comprendre, tu sais, comme, attends un peu, mais là, ils ont écrit ça en anglais, mais en français, ça ne veut pas nécessairement dire la même affaire. Puis, fait que là, quand on communique sur ces études-là, ben c'est ça. Ben, pour vrai, il y a comme, oui, c'est super complexe, puis c'est tellement plus complexe justement qu'on pense. Fait que les médias, généralement, ils font pas de travail aussi, c'est ça qui est bien dommage, qu'ils font pas de travail journalistique pour aller, justement, tu sais, c'est bien, tu sais, justement, là, il y avait Mario Dumont là, qui m'avait demandé pour commenter l'étude, mais tellement rapide, tellement à chaud que j'ai pas eu le temps de faire une bonne analyse. Et puis après ça, le lendemain que l'étude est parue, c'est fini. Là, on te demande de commenter l'étude. Ils demandent à des experts de commenter l'étude la journée même. Puis après, il est trop tard. Là, c'est plus l'actualité. La journée même, tu n'as pas eu le temps de bien l'analyser. C'est qui va pas sortir le premier avec le meilleur expert, qui va pas amener le meilleur sujet, qui va lui apporter le plus de clics, aussi triste soit-il? C'est vraiment beaucoup ça. Fait que là, ce qu'ils font souvent, c'est que, ou là, la plupart, là, comme la nouvelle étude de l'ONU, il y en a quelques-uns là, qui m'ont demandé aussi de commenter, mais là, au moins, je l'ai su une journée à l'avance. Fait que j'ai eu le temps de me préparer. Puis là, j'étais vraiment prêt quand j'ai eu mes entrevues le matin. Puis toute la journée, en fait, le lendemain de la sortie de l'étude, j'ai eu des entrevues toute la journée. Puis là, justement, j'étais le fatigant qui était comme, ben non, tu sais, c'est ça, parce que là, comme ça, M. Ménard, les Canadiens, on serait les leaders du gaspillage alimentaire. C'est comme, non, on peut pas dire ça. Comme, OK, ben les consommateurs seraient les plus grands. Non, on peut pas dire ça non plus. C'est moi, j'étais le fatigant qui arrêtait pas de dire non. Non, c'est pas ça. Fait que, il y en a un qui me trouvait, bon, à Radio-Canada, qui me trouvait gossant, puis qui a fait comme, bon, ben là, on va passer, on va pas passer toute l'entrevue à parler de la méthodologie de l'étude, là. Non, mais c'est ça, c'est la partie plate. C'est ça le problème, la foutue méthodologie qui est comme, qui faut tout le monde, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça a été... puis c'est ça, puis là, tu sais, ça fait que j'ai eu une journée d'entrevue, puis après, tu sais, c'était fini, on n'en parlait plus. Mais les fausses informations, ils circulent encore, tu sais, puis là, sinon, il y a plein d'autres médias, puis même Radio-Canada eux-mêmes, avant de m'interviewer, ils avaient déjà publié des articles qui faisaient juste relayer les informations qui venaient de l'ONU sans les avoir analysées, justement. Fait que là, il y a encore... ils sont encore tous là, les articles qui disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas... Puis ils n'ont pas fait l'analyse. Il y a des restrictions. J'ai vu certains médias faire des restrictions dernièrement, comme mettre cet article qui a été mis à jour suite à des recherches. J'ai vu ça de la part de plus de Radio-Canada, de Radio-Canada, mais pas de, mettons, de TVA. Ils l'ont pas fait sur leurs articles sur le gaspillage alimentaire, malheureusement. Non, c'est ça. Puis, regarde, toi, j'ai vu qu'on avait ça. OK. Je t'ai vu publier ça. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ou tu l'as pris? Je pense que c'est toi qui l'as fait, celui-là. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Bon, tu sais, on a la partie faux, on a la partie vraie. Au fond, on a ce que l'étude dit vraiment, soit les consommateurs et les ménages, soit un être individu qui vit dans une maison ou dans un loyer ou peu importe, ne sont pas les plus grands responsables du gaspillage alimentaire, ne sont pas responsables de près de la moitié
soit 50% du gaspillage alimentaire, ne sont pas responsables de 61%. Ça, c'est tout ce qu'on a vu dans les médias dernièrement. Ou Ben, autres dans les statistiques. dernières années, là, j'ai fait une recension des différentes fausses statistiques dans les dernières années. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais ce que l'étude dit plutôt, après analyse, après consensus avec d'autres chercheurs qui ont analysé, puis après des traductions qui sont mieux faites, c'est les consommateurs seraient responsables de 21% du gaspillage alimentaire. Ça, c'est selon Gauch. En 2019, et les secteurs de la distribution et de la transformation seraient responsables de près de 50% du gaspillage alimentaire. Ce sont ces chiffres-là qui, techniquement, on aurait dû voir dans les médias et non pas que c'est 50% des gens qui sont responsables. Oui, exactement. Même... À gauche, dans la colonne faux, c'est des informations là, qui sont soit justement, le 61%, ça serait à l'échelle mondiale, mais qu'on rapporte toujours à notre échelle locale aussi. Là, puis, c'est des chiffres qui viennent un peu de partout. Dans la colonne de droite, là, c'est vraiment comme des chiffres qu'on a actuellement au Canada. Okay. Ouais. Une donnée que moi-même j'ai véhiculée longtemps, c'est près de 60% de la nourriture est gaspillée au Canada, Oui. données que l'on retrouve sur le site du MAPAC du Québec, alors que l'étude, si on la lit, on l'épluche puis qu'on la comprend, c'est vraiment environ 30% de la nourriture serait gaspillée au Canada. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, on a des lois. On a des lois en même temps qui sortent. T'sais, on a des gens qui veulent pousser des lois pour éviter le gaspillage alimentaire au Canada, mais là, ils disent non, on va pas mettre de loi pour interdire ça, mais au fond, les lois seraient directement, ils cibleraient directement l'industrie. Quand on voit ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Mais c'est ça, mais l'étude, c'est vraiment facile de comprendre de l'étude que justement que c'est 58% de la nourriture qui était gaspillée. Parce que justement, c'est ce que les deux organisations, là, ils se sont mis deux organisations en commun, là, vraiment une agence d'études qui s'appelle le Value Chain Management International au Canada, qui est vraiment c'est la même agence là, qui fait toutes les études sur le gaspillage alimentaire au Canada. Ils se sont mis en commun avec une grosse banque alimentaire qui s'appelle Second Harvest, puis pour faire cette étude-là. Puis les deux organisations, à la sortie de l'étude, se sont mis à dire que 58% de la nourriture était gaspillée au Canada, mais encore, dans le fond, c'est 58% quand on inclut toutes les parties non comestibles des aliments qui sont jetés. Okay. Et en plus, moi, ce que je trouve fou, là, c'est dans la méthodologie, quand on l'analyse, il inclut aussi les pertes d'humidité des aliments, la perte de poids en humidité. Oui, les pertes d'eau des aliments, parce que quand les aliments perdent de leur eau, quand ils se dessèchent, quand ils font juste se défraîchir, leur poids diminue. Mais ils ont comptabilisé cette perte de poids-là comme étant du gaspillage alimentaire dans leur étude. Mais c'est comme, mais non, mais il n'y a pas de gaspillage là. Tu sais, c'est quand tu... Ça. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est très obscur pourquoi ça a été inclus dans les chiffres. Mais donc, entre le 58% puis le 30%, c'est ça, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment les parties non comestibles ou qui est les pertes d'humidité, mais vraiment, juste en aliments qui sont comme consommables, qui sont gaspillés, c'est 30%. Fait que, c'est quand même, c'est ça le chiffre le plus rigoureux. Une fois que tu l'as essoré la banane, que tu as enlevé toute l'eau qu'il y a dedans, que l'eau est repartie d'un nuage, n'a pas le même poids. Au même titre que ma poubelle, quand j'attends que ma banane sèche sur le comptoir avant de la mettre dans le compost, mon compost pèse moins lourd. Non, mais effectivement, mais il n'y a pas eu de gaspillage, de perte dans le processus. Il ne faut pas le calculer comme ça. Là, fait que c'est ça. Fait que le chiffre, puis le pire, c'est que le chiffre de 30% là, qui est d'aliments qui sont comme consommables, qui sont jetés, là, qui est le vrai chiffre qu'on devrait ressortir de cette étude-là. Il n'a même pas écrit ce chiffre-là dans l'étude lui-même. Il a fallu que je le calcule à partir de leurs données parce qu'eux-mêmes, ils ont pas voulu sortir ce chiffre-là probablement parce qu'ils n'avaient juste pas la même vision de food waste que nous, on a de gaspillage alimentaire. Je pense que c'est vraiment juste ça, le problème. Vraiment, vraiment de problème entre la signification de food waste dans le milieu anglophone. C'est pas la même signification que gaspillage alimentaire dans le milieu francophone. Fait que c'est pour ça qu'il nous faut vraiment une étude
sur le gaspillage alimentaire faite par des francophones, tu sais, parce que Ouais. pour que ça représente vraiment la réalité du gaspillage alimentaire dans notre culture à nous. Ben, ça, c'est ce que moi je trouve un petit peu dommage justement avec les différents sujets. C'est au même titre, actuellement, on a des données de Recycle Québec qui disaient que, par exemple, on est quand même encore dans le gaspillage alimentaire, mais 700, on parlait de 740 kg à une époque, on était rendu à 700 kg de déchets. Là, ça, c'est les chiffres que je véhiculais à ma première conférence Jadis Naguère en 2015. Donc, 700 kg de déchets sont envoyés dans les sites d'enfouissement chaque année, 700 kg de déchets sont produits par les familles, etc., etc. Il y a 2 ans, je donne ma conférence, je rencontre un spécialiste des gestions des matières résiduelles qui me dit « Non, 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 non. 700 kg, c'est ce qui est produit. Donc, déchets industriels pour un individu. Donc, déchets industriels, déchets de la voirie, déchets qui est envoyé dans les sites d'enfouissement par le consommateur. Il dit, c'est tout ça et le recyclage. Il dit, c'est ça. Il dit, tu peux pas prendre ce chiffre-là et dire 700 kg de déchets sont produits par les habitants. Non. Il dit 700. Ben non, ben. Il dit, de ce chiffre-là, il y en a 400 qui sont envoyés au site d'enfouissement. Enfouissement. Mais il dit, le reste, c'est de la voirie. Il dit, tu le contrôles pas. Il dit, si tu restes dans une municipalité qui gère des terres, etc., qui s'occupe, tu le contrôles pas. Fait qu'il dit, arrête de véhiculer ce chiffre-là. Et moi, du coup, je me suis mis à faire, attends, wow, une minute, là, OK, là, je vais aller vérifier ces statistiques, parce que lui est professeur en gestion des matières résiduelles. C'est lui qui donne les cours à l'université. Ah, il m'a tapé ses doigts. Tu sais, moi, je donne des conférences en fonction de livres que je lis, en fonction de mon expérience personnelle, en fonction de ce que Bea Johnson véhicule, parce que veux pas, à l'époque, c'était la seule ressource que j'avais. Puis à m'amener, plus je lis sur les sujets, même titre, là, ça c'est un livre qui est sorti avant le livre de Bea Johnson, No Impact Man. Quand je lis présentement avec le recul que j'ai, avec les informations que j'ai, quand je lis ce livre-là, je vois plein de bullshit. Là. Je vois plein de bullshit, puis là je me dis, wow, c'est le fun d'écrire des beaux livres de même. Ça fait peur. Mais c'est pas la réalité à 100%, il y a tellement de nuances. Il y a vraiment une différence entre le gaspillage, si tu parles du français ou anglais, laisse-moi douter. Oui, il y a une différence entre le gaspillage en français et en anglais, Steve. Répondre à ça, justement, Steve Weiss, qui était probablement pas là au début quand on en parlait, mais en anglais, le gaspillage alimentaire, c'est l'équivalent, si on veut, c'est food waste, mais c'est un faux équivalent parce que waste, en anglais, ça peut vouloir dire déchets et gaspillage. Puis souvent, dans leur tête, dans les études, ils confondent les deux. Ils confondent déchets alimentaires et gaspillage alimentaire. Mais des déchets alimentaires, c'est pas toujours de la bouffe. Nous, en français, on fait vraiment une distinction sur quand tu jettes un noyau d'avocat au Québec, on ne dit pas que c'est du gaspillage alimentaire. Là. Mais dans une étude sur le food waste, le noyau d'avocat, il va être inclus comme food waste. Donc, c'est ça le problème, en fait. Quand on traduit food waste par gaspillage alimentaire, c'est pas vraiment ça. Ça devrait être souvent plus résidus alimentaires. En fait. Ouais, c'est plus résidus alimentaires. Le terme, ça serait plus les résidus alimentaires. Si on voudrait mettre le chiffre ici, compris de la moyenne des ours, comme j'aime bien le dire, il faudrait mettre résidus alimentaires plutôt que gaspillage alimentaire qui n'inclut pas nécessairement les mêmes données. C'est si on remonte l'image qui est ici, mais tu sais, on voit que qu'est-ce qui est faux, c'est dans les données des médias actuellement, c'est encore une fois que le consommateur serait responsable de plus de 61% à l'échelle mondiale, 50% du gaspillage alimentaire, alors qu'on a dit que c'est au niveau de la distribution et de la transformation principalement que le gaspillage se ferait. C'est pas nécessairement le consommateur qui, lui, malheureusement, n'a aucun... c'est plate à dire, là, mais moi, j'ai aucun contrôle. Là. Même si j'essaie d'éviter un sac en plastique à l'épicerie, j'ai pas un contrôle sur la perte qui est faite dans les champs, sur la façon que c'est traité ou sur l'esthétisme, ou ce sont des choses que moi, je n'ai pas le contrôle nécessairement dessus. C'est sûr que les consommateurs, on jette aussi, là, on gaspille aussi. On jette. Faut pas se leurrer, là. On en fait du gaspillage aussi à la maison. Puis, entre autres, parce qu'il y a plein de manque d'éducation sur comment gérer nos aliments à la maison, plein de manque d'informations sur quand est-ce que les aliments sont encore bons, sont plus bons, comment les transformer, tu sais. Il y a plein de mauvaises informations sur les dates de péremption, tu sais, que le monde y jette. Les fameuses dates de péremption qui devraient... Il y a beaucoup de gaspillage à la maison à cause de ça. Fait que, tu sais, oui, il y a du gaspillage à la maison. Fait que, tu sais, c'est important quand même de le reconnaître puis d'agir dessus. Oui. Tu sais, puis je donne des conférences justement pour aider les gens à moins jeter à la maison, à moins gaspiller.
mais faut pas que toutes les actions collectives, gouvernementales ou soient toujours juste s'attardent Sur juste le aux consommateurs. consommateur. Parce que c'est pas eux les principaux responsables du gaspillage, c'est la chaîne agroalimentaire finalement. Mais c'est C'est l'ensemble, tu sais, l'industrie, c'est les commerces qui sont les plus gros générateurs de gaspillage. Là. tu sais, parce qu'il faut regarder, tu sais, c'est un peu comme dans une analyse de cycle de vie d'un produit. Tu peux pas te fier à ce qui arrive au niveau d'un déchet juste en regardant ce qui s'en va dans les poubelles. Tu sais, parce que quand on regarde l'analyse de cycle de vie, ben on parle de l'ensemble. On parle du transport, on parle de la distribution, on parle de l'extraction, on parle de la transformation. C'est tout ça qu'il faut considérer. Et souvent, quand les gens tiennent compte, que ce soit du gaspillage alimentaire, que ce soit du zéro déchet ou peu importe, ils ne tiennent compte que de ce que eux ont conscience, de ce que eux Ouais. voient. Mais ce que nous, on ne voit pas, c'est ce qui a fait couler le Titanic. Là. Tu sais, t'as la pointe de l'iceberg, c'est le consommateur, puis t'as tout ça en dessous. Puis c'est vraiment comme ça qu'on le représente quand on donne des conférences ou quand on a des spécialistes en environnement. Là, je parle vraiment, tu sais, comme toi, Eric, tu es un chercheur indépendant, tu as écrit un mémoire là-dessus, tu travailles avec les gouvernements, etc. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on présente. On dit, regardez, oui, on a la pointe en haut, mais check le background qu'il y a en dessous de l'océan, à quel point c'est gros, puis à quel point il va couler ton bateau si tu fais pas quelque chose à m'amener, tu sais. Puis on s'attarde pas à cette partie-là parce qu'elle n'est pas visible pour l'individu, elle ne Exact, dérange pas. exact. C'est ça, tu sais, limite, justement, avec le dumpster diving, là, les gens qui vont chercher de la Oui, nourriture dans les poubelles des supermarchés, on voit plus tu sais, parce que là, c'est partagé sur les réseaux sociaux, les photos des poubelles des supermarchés. Fait que là, on a conscience, en fait, du gaspillage qui se produit chez nous. On a conscience du gaspillage qui se produit dans les supermarchés, mais tout le l'énorme reste, on le voit pas. gaspillage qui se produit au niveau de la grande distribution, au niveau de l'industrie de la transformation, c'est astronomique les quantités qui sont gaspillées à ces étapes-là, puis on les voit pas du tout. Les gaspillages dans les champs à cause des standards esthétiques, justement, c'est complètement invisible. On n'a pas de données là-dessus. Fait qu'on fait comme si ça n'existait pas, mais non seulement ça existe, mais c'est là qu'il se passe les plus gros gaspillages dans la chaîne. Puis c'est astronomique, puis ça n'a pas d'allure. Là. Puis en plus, c'est du gaspillage. Plus on remonte dans la chaîne, plus c'est du gaspillage d'aliments super sains, en bon état, qui sont frais, tu sais, qui sont gaspillés juste à cause, justement, notamment les standards esthétiques qui sont rejetés à cause de ça, ou de la grande distribution. Tu sais, c'est des produits qui sont rendus déjà mûrs ou proches, justement, tu sais, trop proches de leur date meilleure avant, qui sont déjà jetés à cette étape-là parce qu'ils n'auront pas le temps de se rendre d'être distribués dans tous les supermarchés, de se retrouver sur les tablettes. Une fois qu'ils vont se retrouver sur les tablettes, ils vont être soit passés date ou ils commencent à être défraîchis. Fait qu'ils sont jetés au moment où ils sont super bons à être consommés, T'sais, en fait. puis je vais mettre un petit point là-dessus. Tu te souviens-tu de la publicité de Campbell qui parlait de ses bouillons faits avec des aliments frais? Non, OK. Je sais pas si je suis capable de trouver ça rapidement. Je ne crois pas, malheureusement, mais il y ça me avait dit rien. Écoute, il y a une année, une publicité de Campbell qui disait il y avait comme un poisson qui était plus ou moins, mais là, c'était plus des légumes. Il y avait un légume qui arrivait qui était un peu défraîchi. Il y avait toutes sortes de parties alimentaires. Puis ils disaient non, vous êtes rejetés, vous êtes pas beau, non, vous êtes rejetés, vous êtes pas beau. Puis finalement, tu avais des beaux légumes qui arrivaient. Puis eux autres étaient engagés. Puis ils disaient dans nos bouillons Campbell, vous n'aurez que du frais. Et là, t'as moi qui était comme mais le principe d'un bouillon, c'est la réutilisation de pertes pour en créer un produit consommable et vendable. Et eux, ce qu'ils viennent nous dire, c'est Ben non, nous oui. autres, on prend des aliments qui sont sains, on les fait bouillir, on jette le reste, puis on fait un bouillon avec. Cette publicité-là, si je me trompe, je ne sais plus l'année, il faudrait que je retrouve ça, mais c'était un des exemples justement de setuper le consommateur que les aliments doivent être frais pour être consommables, alors que quand on parle de fraîcheur, encore une fois, on a le wording, là, le mauvais mot qui peut être utilisé parce que frais ne veut pas dire, pas frais ou moins frais ne veut pas dire inconsommable. C'est clair, mon Dieu. Puis, C'est ça veut pas dire que c'est moins bon aussi, non? c'est Moins ça. frais n'est pas forcément moins bon. La fraîcheur, c'est pas le seul déterminant de la qualité d'un aliment, tu sais. C'est ça. Il peut être très bon, même s'il est moins frais, il peut être, tu peux l'utiliser différemment, puis non, pour vrai. Puis ça, on a beaucoup un préjugé très favorable ou une espèce de mythe, tout le monde, on s'imagine que dans l'industrie alimentaire,
tout est réutilisé. Tu sais, justement, que les retailles de trucs, bon, Ah ouais, ils ils sont utilisent tous sûrement ça. utilisés. Ils utilisent sûrement ça pour faire des bouillons ou, tu sais, les fruits imparfaits qui sont rejetés, ben ça, ils font sûrement des jus avec ça. Non, c'est pas ça qui se passe. On voudrait bien. Ça, c'est beau, là, de penser ça puis de souhaiter que ce soit ça qui se passe. Mais non, tous les produits, la majorité des produits maintenant qui sont commerciaux, industriels, c'est fait à partir d'aliments neufs, de Ouais, matières c'est ça. premières neuves, de première qualité. Il y en a presque on n'a pas beaucoup d'informations, là, mais du peu d'informations que j'ai sur le sujet, il y en a presque pas Ça, d'économie ça circulaire sera pas long, présentement. Là, Eric. Ta caméra, ta caméra l'a plantée. Peux-tu juste la réouvrir et la fermer, s'il te plaît? Que là, moi, je le vois dans Twitch. t'es gelé OK. dans mon écran. Tu gèles à l'occasion. Fait que je veux juste m'assurer que ça soit correct. Éco-gastronome, c'est la poche systémique qui manque dans la vulgarisation en règle générale. Ouais, ben tu sais, il y a ça, mais c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'on en a parlé un peu plus au début du podcast. Bonjour Léa, bonjour Spuffy, merci beaucoup d'être là les filles. Donc, tu sais, c'est... Puis là, il y a un sujet que, justement, que tu adores, que tu vénères par-dessus tout. Les fameuses citrouilles, qui est un des exemples de production industrielle qui Et se voilà. retrouve dans les poubelles. Parle-moi-en donc des fameuses citrouilles. Écoute, non seulement les citrouilles sont un aliment, hein, ça, on va le dire Oui, c'est dans super le bon. milieu, les citrouilles, c'est un aliment, mais qui est produit comme décoration, hein, qui est énormément produit comme décoration d'Halloween, puis qui est énormément utilisé seulement comme une décoration. Ce qui est un non-sens là, d'utiliser un aliment, puis un si gros aliment en plus, juste comme décoration, puis de le jeter après. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens qu'on fasse ça. Mais c'est quand même une réalité. Là. Alors que les citrouilles, justement, souvent, ça coûte super pas cher. Pour la quantité de bouffe que tu as avec ça, c'est ridicule. C'est un des aliments les moins chers qui existent. Là. Là, je vais mettre Tu te mets le rapport quantité-prix, là, la c'est caméra. fou comment ça coûte. J'ai encore bugué? Ouais, ça bug, c'est pas grave. Regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça arrive avec Discord, ils sont peut-être en train de faire une maintenance. Mais continue, Eric. OK. Mais je viens de voir que ma batterie est un peu basse aussi. Je sais pas si c'est en lien Ah, ça avec ça. se peut. Donne-moi 2 secondes, je me branche. Parfait, parfait. Donc, pour les gens, ce matin, on jase avec Éric Ménard, dit Éric Lanverdeur sur les réseaux sociaux, chercheur indépendant en gaspillage, dans la lutte au gaspillage alimentaire. Il est aussi avec Régal, qui est un organisme qui s'occupe de la lutte au gaspillage alimentaire au Québec. Il était aussi conférencier, blogueur. Il travaille avec les gouvernements, il travaille avec les différents organismes et les industries pour justement démystifier ce que c'est le gaspillage alimentaire, pourquoi c'est fait de cette façon-là, etc. Donc, Eric connaît son métier, connaît son sujet autant qu'il doit connaître comme le nombre de doigts qu'il y a sur sa main. Ah oui, oui. Puis c'est ça, avec là, pour revenir pour les citrouilles, donc il y a du gaspillage incroyable de citrouilles à l'Halloween, hein, le monde qui les achète juste comme décoration, puis tous les endroits qui les vendent, qui doivent avoir des surplus qui doivent être jetés ou toutes celles Ouais. qui sont achetées dans les champs. Mais en plus, récemment, j'ai découvert que toutes les graines de citrouille qui sont commercialisées que vous achetez là, à l'épicerie, là, les graines de citrouille, quand vous achetez des graines de citrouille, ça vient de citrouilles qui ont été gaspillées aussi. Euh, Parce que ça, j'ai appris ça, là, c'est vrai que c'est vraiment la norme, c'est ça la pratique de partout. Là. Fait qu'ils prennent les graines de citrouille, ils jettent le reste de la citrouille. Et ça, c'est Prana. C'est Prana qui a expliqué ça, hein? Mais Prana, en fait, c'est que eux, très naïvement, ils ont fait un documentaire sur leur. Oui, je l'ai vu. Ils se sont comme tiré une balle dans le pied, là. Leur super bonne pratique agricole pour la production de leurs graines de citrouille. Puis là, ils ont montré justement comment ils récoltaient les graines. Puis là, on voit justement que les citrouilles sont mis dans un broyeur, puis ça, comme fait que là, qui trie genre c'est une machine là, qui fait comme qui détruit la citrouille puis qui en ressort juste les graines, là, si on veut là, simplifier ça. Puis la citrouille, elle, la chair est rejetée au champ directement. Mais là, eux, pour vrai, si se compare aux pratiques tout le monde fait ça en fait. Tous les producteurs de graines de citrouille font ça. C'est juste que eux, en plus, je pense que c'est bio, puis je sais pas trop, là, ils ont comme. Ouais, ils sont bio. C'est ça, fait que, ils ont d'autres pratiques plus écologiques autour de ça, mais
c'est ça qui m'a fait. Mais moi, c'est là que c'est avec ce documentaire-là que j'ai appris. C'est comme, attends un peu, là, vous jetez toutes les citrouilles. C'est comme, ben oui, mais tout le monde, c'est comme ça qui. Comme Ces ça que citrouilles-là l'industrie sont pas. fonctionne. Ces citrouilles-là sont pas bonnes pour être mangées, elles sont bonnes juste pour leurs graines. C'est comme, mais oui, mais pourquoi t'en produis pas qui sont bonnes pour manger? Tu sais, c'est comme, Tant mais qu'à utiliser. c'est comme, ben, ça n'a aucun sens que tu choisis volontairement une sorte que tu trouves qui est pas bonne pour manger. Puis d'ailleurs, ça, on m'a dit, une spécialiste des citrouilles m'a dit qu'elle est bonne pour manger, là. Cette sorte-là, c'est pas vrai qu'elle est pas bonne. Il faut juste la prêter différemment ou elle a d'autres qualités, là. Mais tu sais, mais ils ont quand même choisi une variété de citrouilles qui savent très bien qu'il n'y aura pas de débouché pour qu'elle soit consommée, mais ils la choisissent quand même juste pour ses graines, parce que pour eux, commercialement, ben, eux, ils voulaient commercialiser des graines, pas des citrouilles. Fait que la citrouille, c'est le sous-produit qui vient avec la graine. C'est Comme la si. mère porteuse qui porte les bébés, puis après ça, on me jette la mère. Oh, ouais, va-t'en, toi. Tu fais tes bébés, hein? Ben ouais. Grossis, puis jette ça. On n'en veut plus de toi. Non, mais tu sais, c'est un petit peu comme le rôle de la femme dans la société. On produit des bébés, puis après ça, des crises. Excusez, je dis des gros mots. Mais tu sais, ben, où on les traite comme si. Ben bon, c'est ça, Steve Vai, Ouais, comme c'est avec la les même affaire avec les cachous. cachous aussi. Comme avec justement, comme si c'était juste une graine, ouais, pas une graine, je veux dire une coquille, tu sais, comme si c'était juste une coquille, comme pour les noix, effectivement, tu sais, Ouais. on s'en fout de la coquille, tu sais, on la mange pas, mais, tu sais, pour des. La coquille est difficile à consommer, tu sais, si on la comprend Ben, encore, puis même encore c'est ça. là. Et je comprends que les écailles, les coquilles, on les jette là, pour prendre la graine à l'intérieur, là, mais là, comme une citrouille, c'est pas juste une Mmh. coquille, là, tu sais, c'est. Spoffy a dit que sa voisine, elle ramasse les citrouilles des voisins, elle les congèle, puis elle donne ça comme nourriture à ses cochons. Oui, c'est ça, il y a tellement puis ça, pour vrai, moi, je l'avais vu ça, les éleveurs, d'animaux, là, ils sont, les animaux, souvent, ils aiment ça, les citrouilles, là. Fait que, tu sais, Oh oui, je te confirme. il y aurait eu une façon super simple pour, Prana, entre autres, là, parce que Prana, ils sont au Québec, là, tu sais, puis on en a des producteurs de porc au Québec, Dieu sait qu'on en a, là. Prana parce que là, justement, pour se justifier, ils disent comme: «Ah, ben, ça prendrait beaucoup de recherche beaucoup d'investissement de recherche et développement Toi, t'arrives pour avec la trouver solution. pour trouver des débouchés pour les citrouilles. Fait que, tu sais, pour l'instant, c'est vraiment plus simple de juste les jeter au champ. C'est comme, mais t'aurais pu juste essayer de voir avec des producteurs pour juste leur donner tes citrouilles, pour les carcasses de citrouilles pour les donner à des cochons, justement. Là. Je suis sûr que, tu sais, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, ils ont pas vraiment cherché, là. Tu sais, c'est juste ils ont juste reproduit ce qui est la pratique dans Ben, l'industrie tu l'as sans poser dit, de questions. c'est de reproduire la pratique industrielle, de reproduire ce qui s'est fait, mais c'est sûr Ouais. que, puis c'est complexe, on se le cachera pas, quand on essaie d'avoir une entreprise qui est 100% éco-responsable, tu sais, on a l'ensemble du topo, la vente, le marketing, l'administration, on a déjà tout ça à penser, puis quand tu te dis, je rajoute des éléments comme ça, quand ça vient de l'externe, des fois, tu fais comme ah, j'y avais pas pensé, tu t'ajustes. Mais dans ce temps-là, tu ne justifies pas nécessairement. Tu dis OK, on va trouver une solution. Surtout si, globalement, en tant qu'industrie ou d'entreprise, tu te définis avec tes standards d'éco-responsabilité, ben là, tu te dis OK, je vais pas prendre ça comme une critique négative, je vais prendre ça comme oh, une façon de m'améliorer puis d'augmenter ma cote. Mais on va voir. Je suis persuadée, là-dessus, je suis persuadée que ce genre d'entreprise-là qui est ici l'a quand même pas pris pour le jeter à la poubelle, là, si on peut utiliser cette expression-là. D'après moi, ils ont été assez wise pour analyser la situation. On va voir ce qui va arriver. Mais, tu sais, je suis d'accord, au même titre qu'à un moment donné, ils ont créé une espèce de citrouille mutante qui arrive déjà épluchée. Les graines sont déjà épluchées à l'intérieur de la citrouille, si je me trompe pas. Est-ce que c'est cette espèce de citrouille-là que Prana produit? Oui, c'est ça. C'est que, Ok, c'est puis celle-là. d'ailleurs, en apprenant comme ça, ce gaspillage-là de citrouilles pour les graines, j'ai compris aussi un mystère que j'avais jamais compris. Pourquoi que les graines de citrouille qu'on achète à l'épicerie ne sont pas pareilles que les graines de citrouille que je récolte Ouais. dans l'intérieur de mes citrouilles? Tu sais, ils sont vraiment différentes. Là. Tu sais, qu'on achète à l'épicerie sont vertes. Tu sais, Ouais. sont vertes, puis sont comme ils ont comme pas l'enveloppe plus Ils sont dure, puis cute, hein? blanche. Un peu, là. Mais en fait, c'est ça, mais j'avais jamais compris comme ah, mais comment ça, ils sont pas pareils, tu sais? Mais en fait, c'est que justement, c'est que la variété de citrouille qui est choisie pour les graines d'épicerie, ils appellent ça des graines nues. C'est des citrouilles qui produisent naturellement des graines nues, qui n'ont pas justement cette coquille-là plus coriace OK. euh, que les citrouilles là, qu'on mange généralement, là, justement, les graines se mangent pareil, là, mais sont un peu plus coriaces, puis seraient moins intéressantes pour la commercialisation.
Fait qu'il y a vraiment des variétés qui produisent des graines nues, mais là, fait qu'ils sont comme fait que là, ils ont des graines particulièrement plus intéressantes pour la commercialisation, mais là, c'est la chair qui est moins intéressante, puis on fait comme: «Bon, ben, fuck off la chair. Nous, c'est des graines Ouais. qui qu'on voulait». Et tu sais, je me demande par rapport à ça, tu sais, parce que l'exemple des citrouilles, c'est un exemple qui est local. Puis je pense que quand on discute de gaspillage alimentaire, comme quand on discute de sujets en général sur l'environnement au Québec, ça serait intéressant d'avoir des informations qui sont d'ici. Puis là, je t'amène à un point qui est non négligeable parce que souvent, on va parler des points chauds. Quand on parle de gaspillage, quand on parle de déchets, quand on parle d'impact environnemental, on parle des points chauds, on parle des points locateurs, on va parler de l'Amazonie, on va parler du Brésil, on va parler des points chauds, mais on parle pas d'ici. Je suis en train de lire de quoi, Eric? Tu as probablement déjà vu ça. T'as probablement vu ça passer. La planète du héron bleu. Non, non, ça me dit rien en plus. Grab this. C'est la planète du héron bleu. Au fond, c'est le chercheur qui a fait ce livre-là, au fond, qui a écrit ce livre-là, Jean-Pierre Rogel, justement, qui, si je me rappelle bien, était à Découverte. C'est quelqu'un qui a été chercher des analyses ici, localement, pour faire ces comparaisons, ou du moins dans le même niveau au niveau de la planète, pour justement faire des comparatifs. Puis parle de l'adaptation des espèces d'ici par rapport à la biodiversité et justement, il remet en doute des informations qui sont véhiculées dans les médias par rapport au... par exemple, Greenpeace qui dit 50% des espèces de la planète sont disparues. Et là, lui, il dit 50%. Et check, c'est même genre d'affaire que ce que tu viens de me dire, fait que je trouvais ça pertinent un matin. Alors, les inventaires sont incomplets malgré toutes les expéditions du passé et malgré les moyens techniques modernes considérables pour tenter de recenser les espèces. Notre connaissance du vivant reste parcellaire. On estime connaître 85% des plantes, soit 270 000 espèces. Pour les oiseaux, c'est facile, on en connaît presque toutes, 9 900 espèces. En ce qui concerne les mammifères, on estime en connaître 92%, soit 4 600 espèces. C'est quand même 8% qu'on ne sait pas c'est quoi, là. Hein? Les insectes, 12%. Y en a-tu des bébites qu'on n'a pas encore connues, tu penses? Et les micro-organismes, virus et bactéries, 1 à 2%. Et guess what? Qui parle que plus ça va aller, plus les virus vont faire leur apparition, les nouvelles bactéries aussi, parce qu'on les connaît pas tous. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de plus en plus de la faune et la flore. Et le livre traite de ce sujet-là, mais dans notre contexte local. Bref, je voulais t'en glisser un mot parce que justement, tu parlais des données, souvent qui sont dramatiques, qui font peur, ces pourcentages-là qui sont souvent incomplets parce que l'inventaire est incomplet, puis je trouvais la comparaison tellement pertinente. Ben oui, effectivement, comme pour le gaspillage alimentaire, il est vraiment pas comptabilisé présentement, en fait, là. Et comme quand il y a des études sur le gaspillage alimentaire, c'est toujours à partir de sondages qui ont fait auprès des entreprises elles-mêmes, qui ont fait effectivement, ils ont pris des données qu'ils ont réussi à récolter un peu à gauche et à droite, puis là, ils font des extrapolations pour faire comme si c'était le gaspillage au total, mais il n'est pas comptabilisé au total, pas en tout le gaspillage alimentaire. Il n'y a personne qui compte ça, puis au travers du cycle de vie des produits, quand on regarde les analyses, il n'y a aucun moyen, même au niveau du recyclage, il n'y a aucun moyen de savoir les déchets qu'on envoie là-bas, qu'est-ce qui arrive avec. Il n'y a pas un capteur de traçabilité. On ne sait même pas si sont... On ne le sait pas. Tu sais, on a des chiffres au Québec sur le recyclage, on sait ce que c'est. On a des chiffres au Québec, au Canada sur le gaspillage, mais qu'est-ce qui se passe à l'autre bout avec mes cachous? Qu'est-ce qui se passe à l'autre bout avec les produits d'importation qui arrivent ici, même en vrac? On ne le sait pas. Parce que ces données-là ne sont pas nécessairement comptabilisées. La méthodologie n'est pas nécessairement la même qu'ici. D'où l'importance d'avoir des chiffres ici pour avoir des données qui sont d'ici. Et... Oui, absolument. Oui, moi, c'est un truc sur lequel je milite vraiment beaucoup, que ça nous prend vraiment plus de collecte de données sur le gaspillage alimentaire. Ça devrait être justement une reddition de comptes obligatoire pour les entreprises, de documenter leur gaspillage, puis de transmettre ça comme sans eau. Dans une banque de données qui serait anonyme. Tu sais, je veux dire, je m'en fous, moi, je veux pas savoir comme qui gaspille quelle quantité. Je veux juste savoir qu'on ait les données à l'échelle globale, comme dans le secteur de la vente au détail, il y a tant d'aliments qui sont gaspillés dans tel autre secteur, tu sais, fait que ça peut être un répertoire justement une banque de données qui n'a pas les noms des entreprises, mais au moins qu'on ait les données. Tu sais. Ben, ce soit obligatoire pour elles de faire l'inventaire de leur gaspillage, puis d'avoir des objectifs de réduction du gaspillage. Toutes les entreprises alimentaires devraient avoir ça. Là.
Je pense que c'est ça qui manque. Je ne sais pas si avec avec les dernières informations, pas de dernières informations, la pression qui est exercée actuellement au niveau du gouvernement, je ne sais pas si ça va se faire. Je vais être bien honnête avec toi. Surtout qu'actuellement, puis c'est dommage parce que c'est économique aussi. Je comprends pas pourquoi est-ce que on parle. Présentement, là, on a un gros highlight sur les pailles en plastique. C'est comme la maison brûle, mais bannissons les pailles. On a un gros highlight sur les pailles en plastique, on a un gros highlight sur tous les déchets, mais quand ça parle de bouffe, qui est ce qui nous nourrit, ce qui aide les producteurs, c'est comme la base de la vie, la bouffe, ok? Puis l'eau, puis la bouffe, on n'en parle pas.